Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi au Mali, 15 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation hier à 230 km de la capitale, entre Bamako et Ségou. Selon les autorités, l'accident serait causé par l'excès de vitesse et la somnolence des conducteurs. Et puis au Cameroun, le Conseil national de la communication tape du poing sur la table et menace de suspendre les promoteurs de l'audiovisuel après des opérations de veille médiatique au cours desquelles il a constaté que les contenus diffusés en le vent en poupe car les scènes homosexuelles se retrouvent de plus en plus dans des dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs. Première information donc de ce journal. En RDC, le ministre de la Défense a clôturé sa mission à Goma ce mardi après une réunion avec la MONUSCO, la communauté des États de l'Afrique de l'Est et les responsables des confessions religieuses. Il était question de discuter de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Les confessions religieuses ont profité de l'occasion pour demander au ministre de la Défense de peser de tout son poids pour restaurer la sécurité à l'Est du pays. Le point avec notre correspondant en RDC, Imani Christian. Le ministre de la Défense a clôturé sa mission à Goma ce mardi par une réunion avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Rien n'a fuité de cette réunion, mais tout a tourné autour de la situation sécuritaire actuelle, caractérisée par les menaces d'attaque de la ville de Goma par les terroristes du M23. Jean-Pierre Bemba a aussi échangé avec les confessions religieuses qui ont profité de l'occasion pour demander au ministre de peser de tout son poids pour restaurer la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. À son arrivée à Goma le lundi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense avait effectué une visite à la dernière position de l'armée congolaise à Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, et à Kimoka Mubambiro, dans les territoires de Massissi, pour se rendre compte de la situation sécuritaire dans ce milieu, occupé à moitié par les terroristes du M23. Goma, Imani Christian pour Média Afrique News. Au Nigeria, plus de 100 personnes ont trouvé la mort lundi dans le naufrage d'un bateau sur le fleuve Niger. Parmi les victimes qui revenaient d'un mariage dans l'état du Niger, on comptabilise plusieurs enfants selon les autorités de l'état de Kwara. Le récit de cet événement tragique avec Karl Makamba. Les faits se sont déroulés lundi dernier aux alentours de 3 h du matin, heure locale, sur le fleuve Niger. En effet, une embarcation transportant plus de 300 passagers de retour d'une célébration de mariage a coulé. Les victimes partaient de l'état du Niger en direction de Patigui, dans l'état de Kwara. Plusieurs sources locales ont affirmé que l'embarcation avait heurté une bûche sur le trajet reliant Agboti à Kpada et les villageois ont assuré avoir sorti 50 personnes de l'eau avant l'intervention de la police. Les autorités dénombrent à ce jour 106 personnes décédées, dont de nombreux enfants, mais aussi plusieurs disparus. Le porte-parole de l'État de Kwara a confié à nos confrères de l'AFP que les recherches étaient toujours en cours et s'est montré alarmiste quant au bilan définitif. Le gouverneur de l'État de Kwara a adressé ses sincères condoléances à toutes les familles de communautés endeuillées et a assuré qu'il continuait de surveiller les efforts de secours mobilisés depuis lundi. Il faut dire que le pays est régulièrement confronté à de naufrages de bateaux sur le fleuve. Au mois de mai dernier encore, 15 enfants se sont noyés et 25 autres ont disparu selon nos confrères de l'AFP qui relèvent par ailleurs que d'importantes inondations ont causé la mort de 76 personnes en décembre lors du naufrage de leur embarcation. Au
Mali, une grave collision entre deux bus de transport de la compagnie Diara et une remorque transportant du bétail s'est produit lundi 12 juin entre Fana et Konobougou sur l'axe Bamako-Sénougou. On déplore plus d'une dizaine de personnes tuées et une trentaine de blessés. Un accident qui nous rappelle des précédents qui étaient tout autant meurtriers. Alors, quelles sont les conséquences de ces accidents meurtriers entre Bamako et Ségou? Quelles sont les responsabilités des autorités et des compagnies de transport? Éléments de réponse avec nos correspondants au Mali, Idrissa Kantao et Bourema Soulo. 15 personnes tuées, 32 blessés et des dégâts matériels, c'est le lourd bilan du grave accident survenu sur la route nationale numéro 6 entre Bamako et Ségou. 2 cars de transport de passagers de la compagnie Diara Transport en partance pour Mopti sont entrés en collision avec un camion 10 tonnes transportant du bétail. De nombreux accidents se sont produits sur cet axe Bamako-Ségou, faisant beaucoup de victimes. Certains Bamakois tentent d'expliquer les accidents à répétition sur la RN6. Quand on regarde les accidents, c'est dû simplement au non-respect du code de la route. C'est le non-respect du code de la route. Moi, je résume à ça. D'abord, la limitation des vitesses. Les chauffeurs ne respectent pas. Dans le code de la route, on dit que la vitesse maximale, c'est 90 km à l'heure en dehors de la ville. Mais ces limitations de vitesse-là ne sont pas respectées sur la route. Quand même, tu vois les véhicules, on roule à plus de 100 à l'heure, 120 à l'heure entre Bamako et Ségou. Donc ça, c'est un premier facteur qui est un non-respect du code de la route. Deuxième facteur, les règles de dépassement. Ce n'est pas respecté. Troisième facteur que je peux citer, peut-être c'est la négligence des propriétaires des véhicules. Quand on regarde souvent l'état des véhicules, vraiment, ce ne sont pas des véhicules qui doivent voyager. S'il n'y a pas un problème de phare, tu vas trouver qu'il y a un problème de clignotant ou il y a un problème de pneumatique. Parmi les facteurs de ces accidents, il faut aussi ajouter les cas de défaillance technique. À ce niveau, Sidi Kunta estime que les responsabilités sont partagées entre l'État et les compagnies de transport. Chaque 6 mois, on doit amener les véhicules pour voir les freins, les phares et tout, même les pneumatiques. Mais souvent, il y a des négligences. On voit souvent les visites techniques au niveau de certains véhicules, vraiment, ce n'est pas la peine. Ces véhicules-là ne doivent pas être en circulation. Même à Bamako, ici, on le voit. Ça ne doit pas être en circulation. Donc ça, c'est le premier aspect. Il faut que les visites techniques-là soient faites de façon régulière et il y a un peu de rigueur dans ces choses-là. S'il n'y a pas de rigueur, nous allons toujours assister à ces dérapages. Deuxième chose, les agents qui sont chargés du contrôle routier au niveau des différents axes, il faut qu'ils jouent leur rôle. L'axe Bamako-Ségou a le plus grand nombre de morts au Mali. Aucune semaine ne se passe sans accident sur cet axe. Le moment est venu pour les autorités maliennes de prendre les mesures appropriées pour minimiser les accidents sur la RN6. Venons-en maintenant au Cameroun. Sur la base de plusieurs veilles médiatiques, le Conseil national de la communication, en abrégé CNC, rappelle à l'ordre les promoteurs des chaînes diffusant dans le pays que, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 23 janvier 2012, les contenus à caractère homosexuel sont proscrits et condamnés par la loi pénale camerounaise. 48 heures après la communication du CNC, le Camerounais lambda est au micro de Pierre Essonozué et Thieu Seloué, notre correspondant au Cameroun. C'est par le biais d'un communiqué rendu public par le Conseil national de la communication le 12 juin dernier que les promoteurs et professionnels des médias ont été sommés de retirer tout contenu à caractère homosexuel dans leurs différents programmes. En effet, les dessins animés et les séries ordinaires pour enfants ou mineurs comportant des scènes homosexuelles sont donc proscrits. Moi, je ne suis pas prêt à regarder ce genre de choses, sincèrement. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, si on peut bannir ça, on a banni. Ouais, donc pour moi, c'est une bonne décision. Pour le régulateur des médias au Cameroun, ces programmes portent atteinte aux bonnes mœurs, aux coutumes et à la législation camerounaise. 2 jours après l'annonce du Conseil national de la communication, le Camerounais lambda salue cette décision. Mais je vois pas, on n'est pas dans notre action, on ne connaît pas ça. On n'a pas vécu comme ça. Ce n'est pas la peine de faire. Il faut vite supprimer ça. Homosexuel au Cameroun, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas bien. On doit annuler tout ça. Ces promoteurs des médias sont donc sommés de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes.
En cas de non-respect de cette décision, le média sera purement et simplement suspendu. Après l'attaque de la milice Codeco qui a fait plus de 40 morts au site des déplacés Lala, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama, rassure la population de cette province du ferme engagement des forces armées à sécuriser et protéger toutes les populations civiles. Une assurance donnée ce mardi après la réunion du commandant des forces armées. Amorimani Christian, notre correspondant en RDC. Dans une réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité au lendemain du massacre de plus de 40 civils au site de déplacés des Lala en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, rassure la population de cette province du ferme engagement des forces armées à sécuriser et protéger les populations civiles. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Je vous ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmés, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté. Quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. La communauté entière, regroupant les EMA, appelle ses membres à faire confiance aux autorités. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Ndjougou. Nous appelons toute la communauté EMA au calme, et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Ndjougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo. Goma, Amorimani Christian pour Média Afrique News. En Égypte, des campagnes appellent à ne plus exciser les petites filles afin de lutter contre les mutilations génitales. Une structure hospitalière privée vient en aide aux victimes et ce à travers l'opération de reconstruction clitoridienne, laquelle permettra à ces femmes de redevenir celles qui décident de leur corps. Difira Pamwand. L'excision, qui consiste à l'ablation du clitoris et des petites lèvres, est une pratique très répandue au pays des pharaons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle cause des douleurs, des hémorragies, des infections, des relations sexuelles douloureuses et des complications durant l'accouchement. Pour briser les tabous qui règnent autour de cette pratique et reconnecter les 28 millions de femmes déjà mutilées de leur corps et de leur plaisir, la docteure Awad et son confrère Amir Shefeldin ont ouvert un rare espace dans le pays. Restore FGM, la seule clinique privée qui propose des thérapies, des injections de plasma pour régénérer les tissus endommagés et la reconstruction clitoridienne. En effet, depuis 2020, l'Égypte a désormais rendu possible la pratique de ce genre d'opération afin de réparer ce qui a été brisé chez ces femmes, car selon les autorités, le bilan est désastreux. 86% des Égyptiennes mariées de 15 à 49 ans étaient excisées en 2021. Régulièrement dénoncée par les autorités musulmanes et chrétiennes, cette pratique, bien qu'illégale depuis 2008, reste répandue dans le pays patriarcal et conservateur, où de nombreuses cliniques continuent de la proposer, surtout durant l'été. Bien que la loi durcisse régulièrement les peines contre les médecins et les parents adeptes de cette pratique, malheureusement, cette criminalisation demeure contre-productive car personne ne veut dénoncer sa propre famille. D'ailleurs, l'UNICEF estime à 200 millions le nombre de femmes excisées dans le monde, soit plus d'1 sur 10 égyptiennes. Du sport, du football, après la suspension des compétitions nationales suite aux récentes manifestations il y a 10 jours, la Fédération sénégalaise de football a annoncé l'effectivité de la reprise des championnats nationaux dès ce mercredi 14 juin. Michael Ba.
Mardi 13 juin, la Fédération sénégalaise de football annonce la reprise de l'ensemble des championnats nationaux par une circulaire adressée aux acteurs du football sénégalais. Une décision motivée par la nécessité de mener les compétitions à leur terme, mais surtout par le fait de désigner les représentants du pays aux prochaines joutes africaines. Suspendu depuis le 7 juin dernier par le ministre des Sports via un communiqué arrêtant totalement les compétitions sportives du fait des manifestations dans le pays, les championnats nationaux en territoire teranga connaîtront enfin leur épilogue. Consciente du climat tendu dans lequel se trouve le pays, l'instance dirigeante du football sénégalais invite l'ensemble des acteurs du sport roi à la vigilance, au fair play, mais surtout au patriotisme de tous pour que la fin de saison se termine dans la paix et l'apothéose. Francis Ngannou, le désormais combattant de la Professional Fighters League, veut avoir un combat de boxe avec l'Américain Deontay Wilder. Les deux combattants sont en grande discussion pour la finalisation de cette rencontre qui risque d'être l'un des duels les plus suivis de la planète. Commentaire John Zui. Si ce combat a lieu, il sera probablement le plus épique des duels pour ce qui est des sports de combat. En effet, Francis Ngannou, ancien combattant de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, aujourd'hui sous contrat avec la Professional Fighters League, PFL, la ligue concurrente, veut monter sur le ring et affronter le champion des poids lourds de la boxe anglaise, Deontay Wilder. D'ailleurs, l'Américain est ouvert à cette éventualité et a confirmé que les négociations entre les deux managers avancent dans le bon sens, même si rien n'est encore officiel. À cette date précise, je ne suis pas sûr, mais tout est possible. Francis et moi avons discuté. Nous avons eu des réunions avec les deux parties. C'est donc une véritable conversation qui a eu lieu, non seulement au sein de la famille de combat, mais aussi au sein des équipes. Au téléphone, tout le monde en parle. C'est donc quelque chose qui peut vraiment arriver. Mais nous verrons ce qui se passera et quand cela se produira, ce sera incroyable. Incroyable, mais oui. Avant que cela ne se produise, Deontay Wilder doit affronter sur le ring Anthony Joshua en fin d'année. Selon certaines informations, le duel entre The Bronze Bomber Deontay Wilder et Francis Ngannou, le Predator, pourrait avoir lieu en 2024. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Je vous remercie pour votre fidélité.